King FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Nous recevons pour vous en ce jeudi M. Aliou Ba, président du Modèle, qui est notre invité prestige, à qui nous disons bonjour M. Ba. Bonjour Aboubakar, bonjour Bienvenue. à toute l'équipe, bonjour à vos millions d'auditeurs et l'ensemble du peuple de Guinée. Bienvenue. Merci Peut-être forcément un regard furtif sur le sommet France-Afrique auquel vous avez participé en 2 minutes. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon pour l'Afrique dans les années à venir? Mais beaucoup de choses parce que la France est un partenaire du continent. Comme beaucoup d'autres pays, d'ailleurs, il y a plusieurs sommets qui s'organisent un peu partout. Le monde s'universalise sans pour autant être trop dire, mais ça prouve qu'il y a beaucoup d'opportunités à prendre pour les États. Mais aujourd'hui, la réussite est dans les grands ensembles. Donc l'intérêt de l'Afrique est de se mettre ensemble pour pouvoir discuter avec les partenaires, qu'ils soient bi ou multilatéraux, pour faire en sorte que les opportunités de développement puissent s'opérer pour le continent. Donc la France en étant un et qui aussi fait partie de notre histoire avec tous les liens que nous avons, a un président pour une fois qui a choisi et qui a proposé à ce qu'on reparte sur des nouvelles bases. C'est ce qui a justifié ce format inédit de sommet. Et nous avons eu l'opportunité de défendre l'Afrique, la vision de la jeunesse africaine, qui n'est pas une vision de l'aide au développement, mais une vision de partenariat et de développement solidaire. Nous avons développé beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui commencent déjà à se mettre en œuvre parce que des décisions sont prises et il y aura une suite de ce sommet à partir de 2022. Nous sommes tous engagés pour le continent à travailler sur des itinéraires et des trajectoires qui permettront à l'Afrique de tirer avantage de toutes les opportunités qui s'offriront. Donc vous en êtes sorti confiant Bien à sûr, l'avenir de l'Afrique. bien sûr, confiant. Déjà, dès lors qu'un dialogue s'est réinstauré avec de nouveaux acteurs, c'est en soi très bien. D'une façon ou d'une autre, nous appartenons à une génération qui n'est pas complexée, qui n'est pas aussi dans les slogans populistes qui veulent juste exciter des esprits. Nous entendons poser des actes et il faut travailler dans le sens que l'Afrique puisse tirer avantage de tout ce qui sortira de là. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai été très fier de faire partie de ceux qui représentent la voix du continent. Bien. Et je pense avoir défendu les idées qui correspondent à notre vision collective et c'est le plus important. Bien, peut-être la question au nord-sudiste. Oui, Aliou, justement, en parlant de cette rencontre, il y a quand même un autre son de cloche. Ceux qui se disent panafricanistes et tout le reste, les radicaux d'ailleurs, je parle de Kémy Séba, qui a été sur ce plateau ici, qui pense que c'était une simple mise en scène, c'était une parade, et que réellement ça n'avait pas de fond, de sorte que la France puisse sortir de la traditionnelle France-Afrique et de laisser les Africains décider justement de leur sort. Quelle réponse vous avez face à cet autre discours-là? Écoutez, ce n'est pas contradictoire à ce qu'on disait. Ici, il ne s'agit pas de faire un focus sur ceux qui ont participé ou pas. C'est de plutôt voir ce qui a été fait comme travail. Vous avez tous suivi le message que j'ai porté. Oui. Il n'est pas contradictoire avec celui que vous dites là. Mais de quelle façon vous voulez que cela se fasse si ce n'est pas dans le cadre d'un dialogue? Lui, Kémy Séba, il s'exprime, il dialogue avec les gens. Si on a l'occasion de dialoguer avec le plus concerné, qui est le président français, pourquoi on se priverait de l'opportunité pour lui dire ce que nous pensons? Non, mais moi, je ne revendique aucun panafricanisme. Hein. Moi, je ne suis pas dans les slogans. Bien. Alors moi, mon objectif, c'est d'être un homme d'État dans mon pays et de contribuer au rayonnement de l'Afrique. Cela voudrait dire qu'il faut poser des actes. Moi, je ne cherche pas à être populaire en créant du buzz autour de Bien. moi. Voilà, j'ai une responsabilité La vérité est pour que ceux qui... vous avez dignement et fièrement représenté Merci beaucoup. notre pays, le rouge jaune vert à ce sommet inédit. Bien, on se plonge à présent donc dans ce qui est d'actualité, la transition guinéenne. À la transition guinéenne, on a suivi les réactions de beaucoup d'acteurs politiques qui ont été conviés hier au Palais du Peuple par le ministère de l'Administration du Territoire pour parler justement des fameuses 15 places accordées aux acteurs politiques, au CNT. Beaucoup sont sortis de cette rencontre, mi-figue, mi-raisin, parce que estimant avoir été, disons, traités avec mépris par le ministère de l'Administration du Territoire. Mais écoutez, lorsque nous avons eu vent de ce communiqué qui est venu en fait, je dirais,
à moins de 24 heures de la convocation, enfin de la réunion, nous avons délégué le vice-président du modèle, en l'occurrence M. Labila Abba, qui a conduit une délégation qui nous a représentés et qui a fait un compte rendu. En soi, l'idée de vouloir discuter avec les gens, c'est très bien. Mais la manière dont les choses se passent commence quand même à interpeller. Il faudrait bien qu'on se dise que si on veut faire de l'inclusivité, il faut le faire carrément. On ne peut pas donner l'impression de vouloir discuter avec les gens sans pour autant créer un cadre idéal, qu'on crée une sorte de cacophonie et qu'au bout que ça ne revienne à rien. Parce que lorsque j'ai entendu les propos du secrétaire général qui consiste à renvoyer les gens face à leurs responsabilités pour leur dire organisez-vous entre vous, c'est vous qui devez le faire, l'esprit de la charte qui nous a été rendue publique, cette charte, elle n'a pas d'abord été élaborée de façon collégiale, mais tout le monde l'a acceptée parce qu'aujourd'hui, chacun a envie d'accompagner le processus de transition sans en être un obstacle. Sinon, à la limite, l'idéal aurait été que cette charte-là, qu'elle soit discutée et qu'on puisse la soumettre à l'appréciation des uns et des autres à travers un collège ou quelque chose comme ça. Tant qu'on a le consensus, tant qu'on arrive à être large, on se protège de certaines crises qui pourraient survenir. Maintenant, la charte, elle est venue, elle a un contenu, mais au moins qu'on respecte son contenu là. Comment est-ce que ces choix vont s'opérer? Cela n'est pas en train d'être fait? Oui, bien sûr, parce que parler de 15 pour les partis politiques et les autres, les gens, c'est vrai, il y a des frustrations par rapport au nombre, on estime que c'est peu, certains vont estimer que c'est trop, toujours est-il que c'est pas là l'essentiel. Mais de quelle façon le CNRD et le gouvernement vont décanter ça, éplucher les dossiers et faire en sorte qu'on ait les 15, si on n'a pas de la transparence là-dessus, ça peut toujours créer des frustrations. Je veux dire, l'intelligence dans ce processus-là, c'est d'anticiper les crises. Il ne faut pas attendre qu'elles se créent et faire croire qu'on peut les régler. Donc, si on est déjà là à lancer des messages d'alerte, c'est de faire comprendre qu'aux autorités de transition, il ne faut pas avoir un calcul vicieux par rapport aux acteurs politiques. Tous ceux qui vont vous dire méfiez-vous des acteurs politiques, ils ne vous aiment pas. Pourquoi? Bien. Parce que les acteurs politiques ont une représentativité incontestable. Lorsque vous parlez d'un acteur politique, vous ne parlez pas à un individu. Vous parlez à tous ceux qui se reconnaissent en lui. Tous ceux qui sont dans la vision. Alors, si vous faites de l'exclusion ou des petits calculs qui consistent à dire qu'on n'en veut pas de tel et tel, ça veut dire que beaucoup de personnes se sentiront marginalisées. Et ce pays n'en a pas besoin. Donc moi, je pense que le CNRD, le gouvernement est déjà mis en place. Une telle rencontre, j'aurais attendu que le Premier ministre puisse lui-même, avec son ministre de l'administration du territoire, venir au palais, montrer tout le respect qu'il accorde aux acteurs politiques parce qu'ils sont importants. On ne peut pas les mettre à l'écart. Ce sont des entités légales dans ce pays. L'exercice politique est reconnu par tous les textes en République de Guinée. Donc le Premier ministre doit lui-même pouvoir montrer son autorité et son envie d'aller de l'avant sur cette question-là. Aujourd'hui, on n'a pas un cadre de dialogue institutionnel, on n'a pas un cadre de dialogue informel. Alors tout ça, ce sont des choses qui peuvent être inquiétantes. Si les acteurs politiques se parlent par médias interposés... Donc votre propos est de dire qu'il faut un cadre et qui soit différent du CNT. Oui. Parce qu'au sein du CNRD et même du gouvernement, on entend dire que toutes ces discussions politiques peuvent se mener, avoir lieu au sein du prochain Conseil national de la transition. L'idéal, c'est reste là. Mais dès lors qu'on a déjà 15 politiques, par rapport au CNT et que le plus grand nombre n'est pas politique, on ne peut pas tout de suite garantir que c'est à ce niveau que les choses peuvent se passer. Ce n'est pas une exclusivité. Le CNT fera office d'organe législatif de la transition. Et c'est l'un des éléments, pourquoi pas l'élément le plus important d'une transition. Parce qu'une transition est éminemment politique. On a beau créer un gouvernement de technocrates, ils s'occuperont de l'exécutif. Ils seront chapeautés par les travaux que le CNT sera amené à faire. Donc il ne faudrait pas mettre de la qualité dans un gouvernement, de ceux qui vont être amenés à faire de la tâche, et puis réduire cette qualité-là ou la compromettre au niveau du CNT qui est l'organe législatif. Les textes constitutionnels se discuteront à ce niveau. Et la charte dit clairement qu'une nouvelle constitution va être élaborée. De quelle façon, cela n'est pas encore spécifié. Alors, le regard sur l'ensemble du processus électoral partira aussi du CNT. Donc, il faut comprendre que c'est un enjeu. C'est pourquoi je dis que le Premier ministre devait montrer une importance solennelle à cette rencontre pour dire que c'est à ce niveau justement que ça va se jouer. Mais si les uns et les autres se contentent à se dire oui, un gouvernement est fait, ceux qui ont eu des responsables là-bas ou ceux qui ont eu des postes, ça suffit, alors qu'on se rend compte que
on est en train de négliger ce qui est plus fondamental, ce qui est plus essentiel. Alors c'est pourquoi il est important qu'on le dise clairement, pour alerter, pour que les uns et les autres reviennent à la raison. Les petits calculs, les petits conseils qui consistent à dire, écoutez, vous faites confiance aux politiques, ils vont vous berner. Nous sommes tous des Guinéens. Les politiques sont représentatifs d'une façon ou d'une autre de beaucoup de citoyens et il faut pas jouer avec. Bien, Mohamed Mara, la suite de l'interview. Oui, sur les enjeux politiques, je pense que vous êtes clair, mais quels pourraient être les autres enjeux de cette transition? Déjà, sur le plan diplomatique, on a quelques soucis avec la CEDEAO. Quelle est votre lecture de la manière dont la junte jusqu'à présent traite avec la CEDEAO? Le dernier acte, vous le connaissez, c'est quand même la récusation d'un émissaire spécial nommé par les chefs d'État de la CEDEAO. Et puis l'autre enjeu sur le plan judiciaire, est-ce qu'il faut un développement judiciaire à la question notamment portant ou relative à l'ancien président et même à d'anciens dignitaires? Aujourd'hui, on est en train d'expulser des gens de maison, parfois qui ont des contrats en dehors de toute procédure judiciaire. On est en train de geler des fonds en dehors de toute procédure judiciaire. Quel regard portez-vous sur tout cela? Donc les enjeux diplomatiques et judiciaires. Tout à fait. Les enjeux diplomatiques d'abord. Quelquefois, c'est compréhensible quand on voit des dirigeants de la sous-région surfer sur le déficit de crédibilité de la CEDEAO pour exciter les populations afin de les ranger à ses côtés. Mais lorsqu'on gouverne, c'est-à-dire à la dimension de l'État, on doit pouvoir se mettre à un niveau encore plus élevé de réflexion. Il ne suffit pas simplement de contenter les populations parce qu'on sait que la CEDEAO, elle n'a pas été à la hauteur par rapport à ce qui était attendu. Nous avons tous mené ce combat. Nous avons même démarché la CEDEAO à plusieurs égards avant même que la crise ne soit aiguë dans notre pays. Nous savons qu'elle n'a pas été à la hauteur des populations et des attentes des populations. Mais ce sont nos voisins. Et le principe de subsidiarité en ce qui concerne les approches diplomatiques, ce sont des principes réels. La CEDEAO, c'est la porte d'entrée de l'ensemble de la communauté internationale. C'est à travers son positionnement que les différents acteurs dont nous avons besoin vont se positionner. Il faut que cela soit clair. Il y a une situation qui doit nous enseigner, celle du Mali. Je connais un peu la situation du Mali. Je ne souhaite pas que la Guinée aille dans cette direction. Je n'ai pas d'indice que ce sera le cas, mais il faut faire très attention. Parce que vouloir mettre de côté l'approche multilatérale, c'est-à-dire concertée par rapport à la gestion de la crise ou le soutien à la gestion de la crise, et vouloir privilégier des approches unilatérales, c'est-à-dire qui consistent à lier des relations avec un pays ou un autre, ça va nous exposer à des risques très très élevés. Alors vous avez vu qu'au Mali, nous sommes à 2 phases de transition, où les politiques maintenant se sont associés aux militaires, mais la mayonnaise tarde à prendre parce qu'il y a plusieurs agendas dans une même transition. Qu'est-ce qui a conduit à ça? Ce sont ces approches, ces réticences-là, ces petits conseils qui consistent à dire tel n'est pas aimé en Guinée, ne le faites pas venir, telle approche, etc., etc. Je pense que le CNRD et le gouvernement doivent se dire quoi? On n'a rien à gagner dans un bras de fer avec qui que ce soit, surtout avec nos voisins. La CEDEAO a montré de la volonté de discuter. Le rapport qui a été rendu après la dernière mission indique clairement que l'envie de discuter, ce n'est pas parce qu'on vous dit 6 mois que vous êtes obligé de faire les 6 mois. Partez de la base à partir de laquelle les voisins se sont intéressés à vous et souhaitent que vous en parlez. Mais il faut sortir de l'arrogance qui va consister à dire nos populations n'en ont pas besoin, nous sommes nationalistes, la Guinée a fait ceci avant, la Guinée n'a pas fait ceci. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est d'avoir l'habilité, être habile pour discuter aujourd'hui et poser les trucs. S'il y a un agenda de transition, parce qu'il y a un problème de clarté, c'est-à-dire en perspective. Il n'y a pas d'agenda pour le moment qui soit défini. Cet agenda devait contenir la période de la transition, ce qui encore reste une inconnue. Il y a beaucoup de paramètres qui sont importants, qui ne sont pas maîtrisés. Les voisins ont des raisons de s'inquiéter. Mais quitte à nous de leur dire clairement, voici ce que nous faisons, une approche pédagogique qui consiste à discuter avec les gens pour leur dire, voici ce que nous ambitionnons. D'où l'importance d'un envoyé spécial. Oui, pourquoi pas. Parce que regardez... Comment vous avez compris la réponse de Conakry à travers le président lui-même qui se met en première ligne pour envoyer cette missive directement au président en exercice de la CEDEAO pour dire que la désignation d'un envoyé spécial dans le cas guinéen, dans le cas de la transition guinéenne, n'était ni opportune ni urgente parce qu'il n'y a pas de crise en Guinée. J'aurais souhaité qu'il demande à son ministre des Affaires étrangères de faire une note, même pas pour récuser, mais une note allant dans ce sens pour exprimer des réserves et vouloir discuter. Parce que Chambaz, ça ne s'impose pas à nous.
moi je suis de ceux qui ne sont pas d'accord avec qu'Ibn Chambaz revienne dans la crise. Je le connais, nous l'avons tous pratiqué ici. Et j'ai exprimé ces réserves à certains diplomates qui sont ici à Conakry et qui sont ailleurs par rapport à Ibn Chambaz pour dire que d'abord le médiateur, il a un problème de confiance. Il est allé à la retraite, est-ce que c'est pas mieux de lui laisser à la retraite par rapport à sa mission internationale? Parce qu'il était prévu que Mahamadou Issoufou soit celui qui était désigné. Dans les discussions, moi j'ai eu ces confidences-là pendant que ça se discutait. Issoufou aurait été quelqu'un de très bien indiqué pour nous aider dans certaines circonstances à passer ce cap-là. Mais je pense que le président du CNRD, le président de la transition, devait laisser cette tâche au ministre des Affaires étrangères, non pas avec une note radicale, il pouvait trouver une formule par laquelle il allait dire sur le principe du médiateur, c'est discutable, nous sommes ouverts, mais écoutez, Chambaz, pour telle ou telle raison, nous n'en voulons pas. Mais aller tout de suite mettre la responsabilité au niveau le plus élevé, quel est l'autre recours? Si en fait on revient dans ce même processus, étant donné que le président, la plus haute autorité de la transition, s'est déjà exprimé, ça voudrait dire qu'il aura fait un rétropédalage. Et c'est ce qui n'est pas bon, justement. Donc je pense que c'est à ce niveau que son entourage pourrait jouer un très bon rôle. Mais moi je pense que pour la Guinée et la CEDEAO, nous n'avons rien à gagner à se radicaliser. Quelqu'un ne peut pas vous dire, et j'entends souvent, on ne peut pas dire qu'on est en transition et qu'on dise qu'on n'est pas en crise. Ça n'a pas de sens. Une transition en soi, la nécessité d'une transition, c'est une crise. Et on sort de la crise par le retour à l'ordre constitutionnel à travers des élections. Donc on ne peut pas dire les choses, une chose et son contraire dans le même langage et faire croire que c'est compréhensible. La crise, elle est là. Là où l'inquiétude de la CEDEAO pourrait se situer, et c'est le même des conversations que j'ai eues avec certains, c'est de dire, mais à l'intérieur, on ne sent pas déjà un espace de concertation avec les acteurs concernés. Alors, il faut mieux anticiper. Il ne faut pas attendre tout de suite qu'il y ait un clash et que les acteurs politiques, les acteurs sociaux, chacun commence à se positionner parce qu'il y a une crise de perception, on commence à soupçonner des manœuvres et tout ça. Donc, il faudrait anticiper. La Guinée a tout à gagner en étant très bien avec ses voisins. Peu importe tel chef d'État était ceci ou cela, la CEDEAO n'était pas ici pendant tel. Il faut être réaliste, il ne faut pas être nostalgique des choses. Si la CEDEAO de par le passé n'a pas joué son rôle en Guinée, elle est intéressée à jouer un rôle pour qu'on aille de l'avant. Mais il faut lui ouvrir les portes, il faut discuter avec elle. Bien. Alors l'autre facette des questions de Mohamed Mara, c'est les enjeux de cette transition au plan judiciaire. Au plan judiciaire, c'est l'un des volets les plus importants de cette mission de transition. Parce que s'il y a une chose qui a manqué dans ce pays, c'est surtout la justice. Si on déplore beaucoup de choses sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, c'est parce que l'impunité a régné et a été garantie à tellement de gens que même le fait qu'on déplore sur le plan politique que le personnel politique ne soit pas suffisamment qualifié par rapport à certaines attentes, c'est par le fait que la justice n'a jamais joué son rôle, sinon certains peut-être se seraient disqualifiés pour être des acteurs politiques. Mais à chaque fois que vous parlez de quelqu'un en Guinée, on ne peut pas vous opposer une décision de justice en sa défaveur. Et si la justice travaillait, certains n'auraient pas eu quand même la possibilité de se recycler peut-être dans ce pays-là. Entre autres, par rapport au crime de sang, il y a aujourd'hui une base sur laquelle on peut partir pour constituer des dossiers d'inculpation. S'il y a une chose que la crise nous a procuré comme avantage, si on peut mettre avantage entre guillemets récemment, c'est par le fait que la plupart des crimes ont été documentés. Il y a eu tellement d'organisations de défense des droits de l'homme qui y ont travaillé. Le FNDC y a travaillé. Les médias, vous avez fait beaucoup de révélations sur les crimes de sang, sur les crimes économiques et même des crimes de torture. Il y a eu beaucoup de choses. Les éléments de base ne manquent pas. Mais il faut tout faire dans le cadre de la justice. Moi, je ne suis partisan d'aucun acharnement. Il ne faut pas régler des comptes. Et je l'ai dit, il ne faut pas tomber dans le piège qui consisterait à mettre la main sur les gens, tandis que vous ne passez pas par la procédure judiciaire, vous les mettez en prison. Au nom du droit, vous êtes obligé de les remettre à la liberté parce que vous n'avez pas constitué des dossiers, vous n'avez pas suivi la procédure. Une fois en prison et remis en liberté, ils vont utiliser ça contre vous parce qu'ils vont remobiliser les gens pour faire croire qu'ils sont forts alors qu'ils ne le sont pas. Dès lors que vous avez sous la main des criminels présumés, qu'ils soient des criminels financiers, des criminels de sang, vous avez un pays qui est ouvert au reste du monde. Vous avez tellement d'organisations au niveau local et international qui ont travaillé. Mais faites en sorte que l'appareil judiciaire se mette en branle. Tous ceux qui sont convoqués devant une juridiction dans un pays répondront. Hollande est en train hier de témoigner, François Hollande est en train de témoigner par rapport aux attentats de Paris. Là. Aucun chef d'État ne doit être... Tout le monde est justiciable, même l'État est justiciable dans un pays. Donc on a tous les éléments qu'il faut. Pourquoi se précipiter à utiliser des méthodes, si vous voulez, qui ne sont pas appropriées pour rendre des coupables ou des présumés coupables victimes?
Donc il faut faire très très attention. Et d'ailleurs, j'avais fait une tribune dans ce sens-là. L'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre fin à l'impunité, de montrer des signaux forts et faire en sorte que les Guinéens se réconcilient par la justice, rien que par la justice. Sur ce plan, l'enjeu aussi s'appelle à local. Alpha Condé, là-dessus, la CEDEAO ne lâche pas prise à la junte guinéenne et elle continue d'exiger une libération sans condition d'Alpha Condé. Vous pensez que quelle doit être l'attitude ou comment je vais dire, la mécanique que doit utiliser le CNRD pour répondre, pour envoyer quand même une réponse claire à la CEDEAO sur la question Alpha Condé? Bon, d'abord, moi je ne serais pas d'accord avec celui qui souhaite qu'un ancien président de la République soit libéré et qu'on le laisse partir. Parce que d'abord, il a gouverné la Guinée. Vous ne comprenez pas ce discours de la CEDEAO? Non, il est guinéen. Il a gouverné la Guinée au nom du principe de redevabilité pour lequel il s'est engagé à gérer le pays. Bien entendu, il a l'obligation de rendre des comptes à tous les niveaux. Et ça mérite sanction, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif. Alpha Condé est un Guinéen comme nous. Aujourd'hui, il faut clarifier son statut judiciaire. Parce que moi, je crois que c'est la préoccupation. Quelle devrait être la réponse du CNRD à la CEDEAO sur le cas Alpha Condé? C'est de dire que le cas Alpha Condé se traitera en Guinée. Nous sommes en train de mettre en place le dispositif nécessaire qui pourra éventuellement l'inculper. Et bien entendu, tous ses droits seront respectés. C'est un ancien président, ça ne fait pas de lui un extraterrestre. Il est guinéen comme nous. Il a géré, il a des collaborateurs qui ont géré avec lui. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils rendront du coup. Parce que ça, ce n'est pas mauvais et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. Mais l'erreur à faire, à éviter, à ne pas faire, serait de le garder et de rester silencieux. Aujourd'hui, le gouvernement est mis en place. Il y a une dame qui est au ministère de la Justice que je ne connais pas. Ouais. Mais j'espère qu'elle aura dans son agenda, et ça doit être un peu urgent, qu'on puisse l'inculper, ne serait-ce que le mettre en résidence surveillée, que le monde entier sache que désormais, il est situé sur son sort judiciaire, il attend un procès, il a droit à un avocat, que son honneur, c'est sa dignité, qu'elle soit respectée. Il n'y a aucun règlement de compte qui soit nécessaire à ce niveau. Bien. Mais Alpha Condé et ses collaborateurs doivent répondre de leur gestion des crimes commis sous son régime, que ce soit les crimes financiers, que ce soit les crimes de sang. Ça, c'est notre position. Réponse claire de M. Aliou Ba, président du Modèle, notre invité prestige en ce jeudi sur le cas Alpha Condé. La suite de cette interview dans un court instant. FIM FM, Mirador, Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. La suite de l'interview avec vous, Emmanuel Milimono. Oui, monsieur Aliou Ba. On le disait tout à l'heure, la transition a un enjeu essentiellement politique et va aboutir sur des élections. Pour vous, certainement, je pense que pour l'instant, on ne sait pas quelle est votre position par rapport à ces scrutins à venir, mais quel est l'enjeu aujourd'hui? Quelle est la place que le processus électoral devrait occuper tout au long de cette transition? Ouais. Mais écoutez, d'abord, soyez rassurés que le modèle a été créé pour aller aux élections. Nous l'avons dit clairement et nous continuons. D'ailleurs, nous sommes en train d'y travailler. Il y a beaucoup d'activités au sein du parti pour la validation de certains organes provisoires que nous avons à la base, à l'intérieur du pays, et mettre en place notre machine électorale qui nous permettra de participer. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Nous n'avons pas créé un parti politique pour autre chose si ce n'est pas participer aux élections pour participer à la gouvernance à travers des responsabilités électives. Donc, vous serez au rendez-vous de la prochaine présidentielle? Bien entendu. Nous préparons des candidats pour les élections locales. Nous en préparons pour les législatives. Et si le parti m'investit comme candidat, je serai candidat aux élections présidentielles prochaines. Bien. Ça, c'est une discussion qu'on a eue. Les choses sont en train de se préparer. Et le congrès va s'organiser. C'est clair. La machine va se mettre en place. Bien entendu. Bien. Alors, ce que je disais tout à l'heure... Avec Mohamed comme adhérent au Modèle, pourquoi pas? Parce que vous avez fait signe. Est-ce que la loi m'interdit de prendre une candidate du Modèle? Pas du tout. Alors ça c'est une réponse très claire. Donc vous avez un militant ici. Bien entendu. Prochain soutien. Bien. Alors les élections. Les élections. Moi là-dessus, avant de pour renchérir sur la question de Manu, j'ai lu un article de nos confrères de JA dans lequel Lansana Kouyaté est intervenu. Il pense que la priorité de cette transition, donc du CNRD, doit être l'organisation des élections et pour lui, tout ceci dans un délai d'1 an. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que vous pensez que
la junte a intérêt à concentrer ses efforts sur l'organisation des élections, d'abord sur la constitution et ensuite sur l'organisation prochaine des élections. Ça devrait être vraiment la tâche prioritaire. Et il y aura entre-temps le cadre juridique des élections à définir. Il n'y aura pas que la constitution. Il faut penser à un code électoral. On avait une loi électorale, mais on n'a jamais eu un code en Guinée. Il faut y penser. Donc ça devrait être la priorité des priorités. Et tout. Est-ce que vous pensez qu'en un an, c'est tenable, honnêtement? Bon, en un an, j'avoue que non. Pourquoi? Parce que nous avons une expérience sur les questions électorales pour les avoir pratiquées ici. Mais il faut d'abord montrer de la volonté qu'on veut y aller à fond. Ouais. Parce que le plus important, c'est qu'en 6 mois, on peut faire des choses, tout comme en 10 ans, on ne peut rien faire. Tout dépend de la volonté qu'on a d'aller de l'avant et il faut rassurer. Si déjà on a un calendrier dans le cadre du processus électoral qui soit vraiment clair, chacun sera édifié sur les tâches auxquelles il faut s'occuper. Et ça, c'est participatif. Si vous prenez la base d'une élection, d'abord, c'est le corps électoral. Il n'existe pas pour le moment. Il n'est pas identifié. Je parle du fichier. Ouais. La Guinée a de sérieux problèmes statistiques, de mise à jour ou même d'existence des statistiques dans tous les domaines. Si aujourd'hui on se projette, on va dire oui, la Guinée a 12 millions ou 13 millions d'habitants. Chacun de nous le répète, mais sincèrement, j'ai du mal à le prouver. Parce que je considère que ce que j'ai sous la main, en général, ce sont les institutions qui nous le donnent. Et ces derniers temps, on sait qu'on n'a pas mis du sérieux là-dessus. Il y a un travail à faire. Il faut faire des simulations. Combien de temps il nous faut pour avoir des statistiques démographiques fiables, à partir desquelles on peut déduire un fichier électoral? C'est aujourd'hui systématique, c'est simple à faire. Vous avez une base de données qui est informée par l'âge, la localisation et tout ça. Vous déduisez tous ceux qui ont 18 ans et plus, ils deviennent des électeurs, vous tirez un fichier, c'est tellement systématique, c'est simple, c'est devenu même banal pour les enfants qui peuvent faire ça en truc informatique et tout. La Guinée ne manque pas de compétences pour faire ce type de travail. Mais il faut s'accorder à une simulation pour dire pendant combien de temps on peut le faire. Si déjà on est d'accord que la base de données démographiques peut servir pour déduire un fichier électoral, ce serait déjà bien. On sait que les opérations là vont être menées. Quels sont les acteurs qui sont impliqués dans ces opérations? Il faut les définir. Pendant combien de temps? Ça dépendra aussi des ressources qui sont mises à disposition. J'ai écouté les partenaires de la Guinée. Nous avons été à l'Union européenne, d'ailleurs, une délégation du modèle et moi-même, où nous avons discuté de toutes ces questions pour dire l'accompagnement ne manquera pas. Mais il faut que vous nous disiez qu'est-ce que vous voulez faire et concrètement dans quelle direction nous sommes-nous en train d'aller. Parce qu'on ne peut pas accompagner quelque chose qui n'a pas de visibilité. Que c'était un pan de la communication du ministre des Affaires étrangères qui disait que pour le chronogramme, il faut la mise en place du CNT. Donc vous n'êtes pas d'accord? Bon, écoutez, vous savez, nous avons peu de temps pour faire beaucoup de choses. Oui. Mais il ne faut pas s'enliser, c'est-à-dire créer une crise psychologique, enfin une crise de confiance qui pourrait ramener à la case de départ. Qui a intérêt à ce que cette transition échoue? C'est ceux qui ont toujours voulu que la Guinée n'aille pas de l'avant. Effectivement. Donc il faut faire très attention. Et ils sont puissants, parce qu'hier ils ont acquis des moyens. Et ils sont aujourd'hui en marge par le déficit de crédibilité, ils sont en marge du processus. Un désordre ici va profiter à des gens qui vont faire de la subversion et nous ramener à la case de départ. Nous voulons que cette transition quand même, qu'elle soit la dernière de l'histoire politique du pays, parce qu'on ne peut pas continuer à s'éterniser dans des transitions politiques. Et nous savons que la transition, c'est une résultante de l'échec institutionnel et politique d'un pays. C'est classique, c'est universel. Maintenant, ce que j'étais en train de dire dans le cadre du processus électoral, lorsqu'on fera une simulation sur les tâches prioritaires dont il faut s'occuper, on sortira un délai facilement. Et un fichier électoral pourra servir en guise de test par rapport à la nouvelle constitution qui sera soumise certainement à l'approbation du peuple à travers un fichier électoral existant. Et dès lors qu'on pourra corriger les insuffisances éventuelles qu'on constatera au niveau de ce fichier-là, on saura qu'on aura un fichier consolidé qui est crédible et qui est représentatif du corps électoral avec lequel on pourrait aller aux élections. Mais si on n'a pas déjà défini ces tâches-là dans un agenda et qu'on n'y accompagne pas un chronogramme d'exécution, il sera très difficile de dire un délai. Parce que le problème ici, je le répète encore une fois ici, on a eu une première transition de l'histoire de la Guinée de 84 à 93, 9 ans, qui a abouti à un régime d'échec parce que le régime de Lansana Conté n'était pas exemplaire en matière de démocratie. On a eu une transition de 2 ans en 2 phases, 2008-2010, qui nous a généré le régime d'Alpha Condé qui non plus n'est pas exemplaire en matière de démocratie. 9 ans, on a échoué. 2 ans, on a échoué. Est-ce que c'est un problème de délai? Il faut être pragmatique.
On peut avoir 2 ans et faire beaucoup de choses, tout comme on peut avoir 10 ans et ne rien faire. Ouais. Le plus important, c'est de savoir quel est le contenu que nous voulons donner à la transition, que les autorités de transition qui ont la responsabilité de gestion de la transition se montrent clairs, transparents, et qu'ils puissent être inclusifs sans avoir des petits agendas qui consisteraient à dire nous faisons ceci contre tel ou bien nous faisons ceci pour tel. Il ne faut pas favoriser les gens. Tant qu'on n'aura pas des élections à partir desquelles les Guinéens vont élire ceux qui vont les gouverner, ce pays restera toujours dans un cycle de crise. Oui. C'est la légitimité qui permettra au peuple non seulement de vérifier la gestion, mais de sanctionner les gouvernants, mais aux gouvernants aussi de sentir qu'ils sont redevables auprès de ceux qui les ont élus. Tant que c'est entre 4 murs, entre 4 copains, qu'on essaye de régler la question, et je l'ai dit ailleurs, je le répète ici, faisons en sorte que cette fois-ci, que les Guinéens élisent véritablement leurs dirigeants. Bien. Nous verrons que les problèmes vont se mettre Bien. en marche. Avant Lincoln, sur la question des élections, le débat porte aussi sur quel est l'organe qui pourrait s'en occuper. Nous avons reçu avant vous des acteurs politiques ici dans ce studio. Je vais parler de Kouressi Kondé qui estime pour sa part que on peut faire l'économie d'une CENI, donc on peut la supprimer pour confier l'organisation des élections au MATD. Est-ce que cette approche vous convient? Dans 5 ans, il faut quand même préciser. Bien, est-ce que cette approche vous convient? Bon. Ou autrement, quelle est votre position sur les entités qui doivent être chargées de l'organisation des élections? Est-ce qu'il faut laisser toute la question à la CENI ou bien il faut fonctionner comme cela se faisait auparavant? Habituellement c'est la CENI. Les questions de CENI dans les pays d'Afrique francophone se sont posées suite à la crise avec les gouvernants, la crise de confiance entre les acteurs politiques et ce qu'ils avaient comme État qui ne jouait pas le rôle impartial qui était le leur. Et c'est ce qui a fait que les questions de CENI sont venues. Moi, je militerais pour l'idée, par exemple, de constituer un collège électoral. On peut ne pas forcément faire une histoire de CENI. Parce qu'on ne peut pas aussi garantir qu'on utilise les mêmes formules qui nous ont fait échouer pour les réutiliser et nous conduire encore à un autre échec. On peut constituer un collège électoral qui peut s'occuper des tâches prioritaires tout en travaillant avec le ministère de l'administration du territoire. Écoutez, l'appellation, le nom n'est pas tellement important. Je pense que l'intérêt justement de discuter, d'avoir un cadre idéal, c'est justement pour poser ces idées. Nous, au modèle, on a notre perception des choses, on a notre vision sur cette question-là, mais si c'est par les médias que nous allons la faire entendre par les autorités, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut créer cet espace idéal. C'est vrai, l'opportunité que vous nous donnez, c'est pour que la population comprenne ce que nous ambitionnons et sur cette question-là, mais ce sont des questions techniques qui seront traitées autour d'une table et que les éléments qui en ressortiront quand même puissent entrer dans un labo d'examination, qu'on se dise, oui, ça c'est pertinent, ça c'est bon pour le pays, on choisit. Mais nous pensons qu'avoir une CENI de répartition de postes selon des critères des critères sociaux, des critères politiques, etc., on n'en sortira pas. Parce que les gens, derrière, le plus souvent, ils sont motivés par, si vous voulez, le prestige qu'ils vont en tirer. Parce que je ne sais pas, les Guinéens ont beaucoup de portée sur les fonctions. Vous voyez un directeur qui est là, qui s'enorgueillit tellement. Lorsque vous rencontrez un président ailleurs qui est tellement modeste et humble, les gens veulent des choses pour leur prestige. Ouais, mais les observateurs, ils veulent de l'argent. Ouais. Il y a tous ces facteurs-là qui comptent. Nous n'avons pas de ressources. Ouais. Il faut faire en sorte que nous ayons un collège électoral qui va travailler avec les partenaires et qu'on puisse... Les observateurs soupçonnent la junte de vouloir réserver exclusivement cette question, la question de l'organisation des élections, au MATD. Est-ce que c'est une perspective qui vous réjouit, sur laquelle vous avez des inquiétudes? Mais écoutez, à ce stade, il est difficile de se prononcer sur mais l'expérience du passé nous a assez échaudés, parce que en ce qui concerne le MATD et l'État, encore nous avons, ce qui se dit État en Guinée, nous avons beaucoup de boulot à faire par rapport à ça. Si le MATD donne des preuves d'impartialité et d'esprit républicain, ça pourrait être une base de discussion. Mais si a priori ça commence comme ça avec les rencontres d'hier et tout ça, vous savez, tout ça ne contribue pas à renforcer cette confiance. Si justement une des options serait d'aller dans cette direction-là, quitte au MATD, au gouvernement, au CNRD, justement, de reprendre la situation en main, de rassurer tout le monde que l'institution pourrait contribuer à l'organiser, mais dans ce processus électoral est tellement vaste, il a plusieurs dimensions. On ne peut pas en faire une exclusivité d'un département. Ça, il ne faut pas se leurrer. Mais comment associer les acteurs? Il faut aussi définir le schéma le plus idéal pour que toutes les intelligences se mettent ensemble et qu'on puisse avoir un système électoral fiable. Parce qu'une transition,
on sort d'une transition que par des élections. Si on sort d'une transition par n'importe quelle élection, ce qui veut dire qu'on aura programmé la nouvelle transition dans les années qui vont suivre. Bien, Aliouba, notre invité, Lincoln. Ce collège électoral auquel vous faites allusion, est-ce qu'il sera composé de politiques comme la CENI, ou est-ce que c'est des experts, comme le proposait ici Pathé Dieng, recrutés sur dossier, sur appel à candidature? Écoutez, ce sont des crises précédentes qui ont généré cette formule de répartition des responsabilités de commissaires entre les politiques. Dès lors qu'on va effacer la cause, la source du mal, le mal disparaîtra. Si toutefois on inspire confiance par le fait des spécialistes des questions électorales qui y travaillent, en tant que politique, moi je n'aurai pas de réserve. Bien. Dès lors qu'on est rassuré que les actes qui seront posés seront des actes républicains et politiquement désintéressés, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de choisir l'arbitre qui va être sur le terrain de jeu avec nous, c'est de nous préparer pour gagner le match face à notre adversaire. Tout à fait. Mais si l'arbitre ne nous rassure pas, mais on sera en droit de le récuser aussi. Bien. Voilà. La suite avec vous, Lincoln. Alors, Aliou, la transition intervient à un moment où le tissu social est très effrité pour des faits politiques. Comment parvenir à l'équilibre social et sociétal en termes de perspective? Comment réduire les risques d'instabilité politico-institutionnelle dans notre pays? Écoutez, ça me ramène tout de suite à ce que je disais sur la question de la justice. Sur le plan social, nous savons aujourd'hui que notre pays traverse des moments très difficiles. Mais si on questionne l'histoire de la Guinée, on se rendra compte que la situation actuelle n'a été qu'amplifiée. Sinon, de par le passé, moi, on ne peut pas me faire croire que tout était rose. Comme si les choses, tous les politiques d'une façon ou d'une autre ont instrumentalisé les ethnies pour se positionner ici. Il faut finir avec ça. Mais la raison principale ou la source de ce mal qui est devenu structurel dans notre pays, c'est le fait que l'État n'a jamais joué véritablement son rôle. Donc il faut s'attaquer à la racine. Le rôle de l'État, par exemple par le fait de la justice. Aboubakar, si vous questionnez les textes de loi en Guinée, vous verrez qu'il y a tellement de dispositions qui sanctionnent les discours à caractère ethnique et communautaire. Malheureusement, personne n'a été sanctionné pour ces faits-là. Si la justice y travaillait, sur le plan social, on aurait réglé déjà cette question-là. Parce qu'au fond, les communautés n'ont pas de problème entre elles. Absolument. C'est plutôt les acteurs politiques qui les opposent et qui profitent du manque, c'est de l'espace créé par l'État, les déficits de l'État, qui en profitent pour s'imposer. La nature a horreur du vide. Si l'État ne joue pas son rôle, un particulier jouera ce rôle-là à sa faveur. Mais dans tous les pays du monde, c'est par les lois qu'on fait vivre les gens ensemble. Si les lois ne sont pas respectées, ça devient une jungle. Parce que l'homme est foncièrement égoïste. C'est naturel. Il a tendance à ramener tout sur lui et à défendre ses intérêts. Vous ne pouvez pas enlever ça. C'est humain, qui vous soyez chinois, bangladais, guinéens et tout ça. Mais le rôle de l'État va ramener cette question-là au centre pour faire en sorte que les Guinéens se réconcilient par la justice, qu'ils se réconcilient par l'application de la loi, qu'on fasse ensemble que ce soit un pays tourné vers les mêmes objectifs. Bien. Il appartient maintenant aux acteurs politiques de mettre de l'éthique dans leur pratique, dans leur façon de faire. Bien. Aboubakar, on n'a pas besoin de stigmatiser ou de promouvoir la haine contre son adversaire pour le disqualifier. Ouais. Vous avez à faire une offre. La politique, c'est comme le marché. Vous faites du marketing, c'est un projet que vous avez. Rendez-le plus vendable et faites en sorte que la population en soit consciente. Et finalement, elle fera un choix. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux qui voudraient une disqualification autoritaire des acteurs politiques. Il faut faire en sorte que la compétition soit saine. Quand vous faites le foot, c'est une question de muscles. Si vous ne tenez pas, vous sortez du terrain. Bien. C'est ceux qui sont aptes qui restent. En politique, faites en sorte que la compétition soit saine. Bien. Les gens viendront. Alouba, les gens on choisiront. va aller Et très puis rapidement sur quelques questions d'actualité sur lesquelles insistent des auditeurs. D'abord, un auditeur qui souhaite vous entendre sur l'entrée au gouvernement de Ousmane Gawal et d'autres politiques, Abessila et Bill Dessam. Il y a aussi le cas des anciens dignitaires du régime déchu d'Alpha Condé qui, au lendemain d'une sortie médiatique au siège national du RPG à Cancel, se sont fait remonter les bretelles par le colonel et par la suite, Damaro a été sorti de sa maison, de sa résidence sur laquelle il avait un bail. Comment vous regardez cela? Quel sort a réservé à ces anciens dignitaires dans le cadre d'un programme d'audit des comptes publics annoncé par les nouvelles autorités? D'abord sur le cas des politiques au sein du gouvernement. D'abord, au niveau du gouvernement, j'ai pris la responsabilité de féliciter l'ensemble de l'équipe depuis sa mise en œuvre. Et bien entendu, je leur souhaite plein succès. Je connais beaucoup d'entre eux. Je revendique leur amitié.
à commencer par le Premier ministre, M. Lansana Mohamed Beavogui, qui est un ami, un grand frère, avec qui j'ai eu une relation de plus de 8 ans. Très bien. Et d'autres aussi, Ousmane, c'est un ami, un collaborateur politique dans lequel on était ensemble dans l'opposition d'alors. Oui. On a affronté des choses ensemble. Bill Sam également, souvent, au sein du FNDC. Au sein du FNDC et de tout. J'ai eu l'occasion de leur dire que, franchement, je suis rassuré qu'ils aient pris des responsabilités dans le gouvernement. Et je pense qu'ils sont capables, sur le plan intellectuel et même sur le plan moral. C'est des personnes qui portent des valeurs d'éthique auxquelles je crois. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble. Je pense que c'est une chance pour la Guinée qu'ils soient dans le gouvernement. Je pense qu'ils pourront faire des choses s'ils ont une marge de manœuvre pour pouvoir travailler. Et d'autres encore au-delà, Bakar Jatrofa, Alpha Bakar, que je connais, que j'admire beaucoup. Lansana Diallo, Abessila. Ouais, Mori Kondé, y compris lui-même, Abessila que je connais un peu, mais pas trop. Et d'autres, Mamoudou Nianyaleng, et tous ces gens-là, ce sont des jeunes talentueux, incontestablement. Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de choses, mais il faut bien qu'ils aient une marge de manœuvre pour pouvoir y travailler. Je leur souhaite de tout cœur. Et j'espère qu'ils pourront. Parce que nous avons tous intérêt à ce que ça marche cette fois-ci. Effectivement. Sinon, si ça ne marche pas, c'est encore la Guinée, on va tourner à rond. On va continuer de se battre, hein, c'est notre pays. Bien. Mais sur le cas des anciens dignitaires, il nous reste 2 minutes. Tout à fait. Les anciens dignitaires, c'est simple. Pour moi, toute personne mérite du respect. Qu'il soit, vous avez constaté que même Alpha Condé, j'en parle plus. Pour moi, s'il faut en parler, c'est par rapport à son avenir judiciaire. On n'a pas d'acharnement contre qui que ce soit. Ce que je conseillerais au CNRD et au gouvernement, c'est de prendre leurs responsabilités pour conduire les dossiers d'inculpation et de faire en sorte que tous ceux qui doivent rendre des comptes à la Guinée, qu'ils puissent répondre devant les juridictions compétentes, que leurs droits soient respectés, des enquêtes préliminaires jusqu'au procès. Mais nous ne voulons plus de l'impunité dans notre pays. Eux aussi, je leur conseillerais d'arrêter d'être arrogants. Parce qu'ils l'ont fait, ça leur a conduit à perdre le pouvoir. La caractéristique principale de la dictature, c'est qu'elle crée un mythe autour de certaines personnes pour vous amener à croire qu'elles sont puissantes alors qu'elles ne le sont pas. Ils sont fragiles. Le pouvoir est fragile. Il n'y a que le pouvoir de Dieu qui est éternel. Ouais. Ils doivent tirer les enseignements de tout ça, rester modestes, rester dans leur petit coin, attendre qu'ils soient convoqués. S'ils ont des comptes à rendre, ce n'est pas à Mamadi Doumbouya ou au Premier ministre, c'est au peuple de Guinée, à qui ils ont des comptes à rendre, parce qu'ils ont géré ce pays. Donc moi, je conseillerais que la justice puisse prévaloir, que leur dignité soit respectée, que leur honneur soit respecté. S'ils doivent être convoqués, qu'ils soient convoqués dans les règles de l'art. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des choses hier qu'on va leur opposer la même chose aujourd'hui. Sinon, en quoi on serait différent? Il faut leur montrer que nous, notre aspiration, c'est de gouverner une république, un pays où chacun a la place qu'il mérite. Bien. Mais certains, leur place, c'est la liberté. D'autres places, d'autres personnes, leur place, c'est la prison. En une minute, une adresse à l'intention du CNRD pour sortir par le haut de cette transition. Qu'est-ce que vous avez à leur conseiller dans le cadre de la conduite de cette transition? En une minute. Je veux dire, le CNRD et le gouvernement, puisque ce sont les organes de transition qui se sont mis encore en place, je leur dirais de garder l'humilité de discuter avec tout le monde. Il ne faut pas qu'ils se prêtent à des petits jeux qui consistent à les amener à être prédisposés contre certains. Si on vous conseille de mettre à l'écart les politiques, si on vous conseille de vous méfier des politiques, sachez qu'on vous a conseillé de vous méfier de millions de personnes. Parce que derrière chaque acteur politique, il y a des gens qui se reconnaissent en lui. Si vous faites de l'exclusion, les premières crises qui vont venir, elles seront difficiles à gérer. Surtout, les premiers pas d'un régime sont toujours très difficiles. Encore, c'est fragile. Nous sommes sortis d'une situation qui nous a tous fragilisés. Nous avons tout intérêt à ce que l'agenda soit clair. Ne cherchez pas à gagner du temps dans des petits calculs qui consisteraient à dire on attend de faire ceci, on n'attend pas de faire cela. La priorité d'une transition, c'est l'organisation des élections. Montrez clairement que c'est dans cette direction que vous voulez aller. Tous ceux qui veulent compétir et qui sont conformes aux dispositions légales, donnez-leur la chance de se frotter à l'électorat. C'est l'électorat qui déterminera qui doit diriger, qui doit se mettre à l'écart. Bien. Discours assez clair et net de ce jeune politique Aliouba, donc que nous avons toujours le plaisir et le bonheur d'inviter, d'interviewer dans cette émission. Merci à vous, grand merci à Aliouba. Merci pour toute votre contribution de qualité au débat politique dans notre pays. Grand merci à tous les 6. Merci également à nos équipes en régie et à la transmission. On continue cette aventure demain. Vous serez en compagnie de Ouri et toute son équipe. On se reprend lundi pour continuer l'aventure. Merci, au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée.
avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé.